J'ai 67 ans, et je n'aurais jamais imaginé qu'à mon âge, je puisse encore ressentir ce tremblement dans mes mains, cette douce anxiété dans ma poitrine, ce besoin de m'habiller plus élégamment avant de sortir. Je m'appelle Marguerite. Je vis à Lyon depuis plus de 40 ans, et ce que je vais vous raconter est l'histoire la plus improbable et la plus vraie de ma vie. Une histoire qui commence dans un petit café près de la place des Terreaux, par un après-midi d'automne où les feuilles dorées recouvraient les trottoirs et où le ciel arborait cette couleur nacrée si particulière à la France à cette époque de l'année. J'étais seule, comme tant d'autres après-midi, à lire un livre de Marguerite Duras en sirotant un café au lait tiède. Mon mari était décédé 6 ans plus tôt et je m'étais habituée à la solitude. J'avais même appris à l'apprécier. Mes 2 enfants vivaient loin, l'un à Paris et l'autre au Canada, et mes journées se partageaient entre mon petit atelier de restauration de livres anciens, mes promenades dans le parc de la Tête d'Or et ces après-midi passés dans les cafés, toujours un livre dans mon sac. Je me sentais comblée ainsi, du moins c'est ce que je me disais. À 67 ans, j'étais certaine que les frissons de la passion appartenaient au passé, à des souvenirs jaunis comme les pages des livres que je restaurais. C'est alors qu'il entra. Théo, cheveux noirs, légèrement ébouriffés, barbe de plusieurs jours, un sac à dos sur les épaules, et cette démarche maladroite propre aux très jeunes gens qui ne savent pas encore bien se servir de leur corps. Il commanda un café au comptoir et chercha une place où s'asseoir. Le café était plein, toutes les tables occupées, sauf la chaise vide en face de la mienne. Il s'approcha avec un sourire un peu timide et me demanda s'il pouvait s'asseoir. J'acceptai, bien sûr, et retournai à ma lecture, pensant que ce serait un après-midi comme les autres. Mais il ne resta pas silencieux. Au bout de quelques minutes, il fit une remarque sur le livre que je lisais, me dit qu'il étudiait les lettres à l'université et que Duras était l'un de ses auteurs préférés. J'étais surpris. Un jeune homme, à peine âgé d'une 20aine d'années, qui lisait Duras. Nous nous sommes mis à discuter. Il m'a dit qu'il avait 23 ans, qu'il venait d'une petite ville près de Bordeaux pour faire un master de lettres françaises à Lyon, qu'il vivait dans un minuscule appartement du quartier de la Croix-Rousse et qu'il passait le plus clair de son temps entre la bibliothèque et les cafés. Il y avait dans sa façon de parler quelque chose, une intensité singulière, une sensibilité rare qui me donnait envie de poursuivre la conversation. Cet après-midi s'étira pendant 3 heures. Nous avons parlé de livres, de la vie, de Lyon, de tout et de rien. En lui disant au revoir et en quittant le café, je me suis sentie étrangement légère, comme si j'avais retrouvé une part de moi-même que je croyais perdue. Je ne pensais pas le revoir, mais 3 jours plus tard, un samedi matin, j'étais au marché du quai Saint-Antoine, en train d'acheter des fleurs et des légumes, quand j'ai entendu quelqu'un m'appeler. C'était lui, Théo, avec un large sourire sincère, un sac de pain de la boulangerie à la main. Il semblait heureux de me voir. Nous avons pris un autre café ensemble ce matin-là, puis de nouveau la semaine suivante, et soudain, c'est devenu naturel, quelque chose que nous attendions tous les deux sans l'avoir prévu. Je ne sais pas exactement quand j'ai compris qu'il se passait quelque chose de plus. Peut-être était-ce cet après-midi où nous longions ensemble les bords de la Saône jusqu'à la basilique de Fourvière, gravissant les marches antiques, tandis qu'il me parlait des recherches de son maître sur Proust. Ou peut-être était-ce cette nuit où il est arrivé à mon atelier, prétextant passer par là et vouloir voir mon travail, et où il a passé des heures à me regarder restaurer un ouvrage rare du XVIIIe siècle, fasciné par la délicatesse du processus. J'ai remarqué son regard, une attention qui dépassait la simple courtoisie ou une amitié superficielle. Et je l'ai aussi regardé différemment, remarquant la forme de ses mains lorsqu'il tenait sa tasse de café, la façon dont il passait ses doigts dans ses cheveux lorsqu'il était pensif, le son de son rire qui semblait illuminer n'importe quelle pièce. Ma fille m'a appelé de Montréal à cette époque, et j'ai mentionné, l'air de rien, que je m'étais liée d'amitié avec un jeune étudiant. Elle était contente, disant que c'était bien pour moi d'avoir de la compagnie, de me faire de nouveaux amis. Je ne lui ai pas dit que je pensais à lui avant de m'endormir, que je me réveillais en me demandant si je le reverrais ce jour-là, que mon cœur s'emballait à chaque bip de mon téléphone et à chaque message de sa part. J'avais honte de ses sentiments. Je trouvais ridicule qu'une femme de mon âge se sente comme une adolescente. Je me disais que ce n'était qu'une amitié improbable, qu'il me voyait peut-être comme une figure maternelle ou simplement comme une personne intéressante avec qui discuter.
Mais au fond de moi, je savais qu'il y avait plus, quelque chose qui grandissait à chaque rencontre, à chaque regard qui s'attardait une seconde de trop. C'est Théo qui, d'une certaine manière, a fait le premier pas. Un après-midi de novembre, nous étions assis sur un banc au parc de la Tête d'Or, à regarder les canards sur le lac, tandis que le soleil couchant teintait tout de rose et d'orange. Il me racontait un désaccord avec son directeur de thèse, et soudain, il s'est tu un instant. Puis, fixant intensément l'eau, il m'a dit que j'étais la personne la plus intéressante qu'il ait jamais rencontrée, que nos rencontres étaient le meilleur moment de ses journées, qu'il n'avait jamais ressenti une telle connexion avec quelqu'un. Mon cœur s'est emballé. Je lui ai dit que je ressentais la même chose, qu'il avait illuminé ma vie. Il s'est alors tourné vers moi et m'a dit, d'une voix douce mais ferme, que la différence d'âge lui importait peu, que cela ne signifiait rien pour lui, qu'il voulait simplement être près de moi. Je ne savais pas quoi répondre à ce moment-là. Une partie de moi voulait y croire, me laisser emporter par ce sentiment qui grandissait en moi comme une vague. Mais une autre partie, plus rationnelle et plus mûre, soulevait toutes les objections possibles. Que diraient les gens? Que pouvait-il bien vouloir, lui, un jeune homme de 23 ans, d'une femme de 67 ans? Cela ne pouvait pas durer. C'était un fantasme, un instant hors du temps qui allait bientôt s'évanouir. Je le lui ai dit avec précaution, sans vouloir le blesser. Il a écouté en silence, puis a dit qu'il comprenait mes craintes, mais que ce qu'il ressentait était réel, que cela n'avait rien à voir avec la recherche d'une figure maternelle ou une simple curiosité passagère. Il a dit qu'il me voyait comme une femme, entière et fascinante, que mon âge n'y changeait rien. Au contraire, il ne faisait que sublimer le tout. Nous avons continué à nous voir les semaines suivantes, mais une nouvelle tension s'était installée, comme si nous étions en terrain inconnu. J'oscillais entre la joie d'être avec lui et l'angoisse de ne pas savoir où cela nous mènerait. Mes amis ont remarqué que j'étais différente, plus joyeuse, plus soucieuse de mon apparence. Une amie proche m'a demandé si j'avais rencontré quelqu'un, et sans trop réfléchir, je lui ai parlé de Théo. Elle est restée silencieuse un instant, puis a dit que je méritais d'être heureuse, que la vie était trop courte pour ne pas profiter des moments de joie qui se présentaient à moi. Ces mots m'ont donné un courage insoupçonné. C'est un soir de décembre que tout a basculé. Théo m'a invité à dîner chez lui. Il voulait me préparer un repas, une recette spéciale que sa grand-mère lui avait transmise. Le cœur battant, je suis partie, consciente que cette soirée serait différente des autres. Son appartement était exactement comme je l'avais imaginé, petit et chaleureux, rempli de livres empilés partout, des posters de vieux films au mur, une minuscule cuisine où l'on pouvait à peine tenir à deux. Il avait préparé un bœuf bourguignon qui embaumait et avait dressé une nappe sur la petite table avec des bougies et tout le reste. C'était touchant de voir tous ces efforts. Nous avons dîné en bavardant de tout et de rien, comme d'habitude, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air, une tension palpable, une anticipation. Après le dîner, nous nous sommes installés sur le petit canapé avec une bouteille de vin rouge. La conversation est devenue plus douce, plus intime. Il m'a parlé de son enfance, de ses peurs et de ses rêves, et je me suis confiée comme je ne l'avais pas fait depuis des années. À un moment donné, j'ai réalisé que nous étions très proches, que ma main était sur la sienne, que nos genoux se touchaient. Et puis, c'est arrivé. Il s'est penché lentement vers moi, me laissant tout le temps de me retirer si je le souhaitais, ses yeux fixés sur les miens comme pour me demander silencieusement la permission. Je ne me suis pas retirée. J'ai fermé les yeux et j'ai senti ses lèvres effleurer les miennes, doucement, presque timidement au début. C'était un baiser calme et délicieux, sans hâte, sans urgence. Ses mains ont remonté jusqu'à mon visage, me caressant avec une douceur qui m'a donné envie de pleurer. J'avais oublié ce que c'était que d'être embrassé ainsi, ce que c'était que de goûter à quelqu'un d'autre, à la chaleur d'un autre corps tout près du mien. Ce n'était pas un baiser désespéré ou sauvage, c'était quelque chose de bien plus profond, un baiser qui semblait dire tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. Je me suis abandonnée totalement à cet instant, laissant tomber toutes mes défenses, toutes mes peurs, toutes les voix rationnelles qui hurlaient dans ma tête. Ses mains ont glissé jusqu'à ma nuque, puis à mes épaules, et j'ai pris son visage entre mes mains, sentant la texture de sa barbe naissante, la douceur de sa peau jeune.
Nos lèvres s'unissaient dans un rythme parfait, comme si nous l'avions fait 1000 fois. Je pouvais sentir le goût du vin sur ses lèvres. Je sentais son cœur battre aussi vite que le mien. Le temps semblait suspendu. Il n'y avait plus de différence d'âge, plus de monde extérieur avec ses jugements et ses attentes. Il n'y avait plus que nous deux, dans ce petit appartement lyonnais, sur ce canapé usé, nous découvrant l'un l'autre à travers ce baiser qui paraissait infini. Quand nous nous sommes enfin séparés, nous étions tous deux essoufflés, les yeux brillants. Théo a posé son front contre le mien et a murmuré qu'il avait tellement attendu ce moment, qu'il l'avait rêvé d'innombrables fois. J'ai répondu que moi aussi, que j'avais lutté contre ce désir, mais que maintenant, là, je savais que je ne voulais plus lutter. Nous sommes restés enlacés longtemps, en silence, savourant simplement la présence de l'autre, écoutant nos respirations s'apaiser. Il a embrassé mon front, mon nez, puis est revenu à mes lèvres avec une douceur qui m'a fait fondre. Je me sentais à la fois très vieille et très jeune, comme si toutes les versions de moi-même étaient présentes en cet instant. La jeune fille qui a reçu son premier baiser à 15 ans, la jeune femme mariée à 25 ans, la mère mûre de 40 ans, et maintenant cette femme de 67 ans, redécouvrant le plaisir d'être désirée, de désirer. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi comme sur un nuage. Je me suis regardée dans le miroir de la salle de bain et j'ai eu du mal à reconnaître la femme qui me fixait. Mes yeux brillaient, mes joues étaient rouges, et un sourire indélébile illuminait mon visage. J'ai peu dormi cette nuit-là, repassant en boucle chaque seconde de ce baiser, sentant encore le souvenir de ses lèvres sur les miennes. Le lendemain matin, j'ai trouvé un message de Théo sur mon téléphone. Il disait que c'était la plus belle nuit de sa vie, qu'il n'arrêtait pas de penser à moi. Je lui ai répondu que je ressentais la même chose, et voilà que je me retrouvais, une femme de 67 ans, à échanger des messages passionnés comme une adolescente. Les mois qui suivirent furent les plus intenses et les plus heureux que j'ai vécus depuis des décennies. Théo et moi devions devenir inséparables. Nous passions nos week-ends ensemble, à explorer les bouchons lyonnais, à visiter des musées, à flâner main dans la main dans les ruelles du vieux Lyon, sans nous soucier des regards curieux ou critiques des autres. Certes, il y avait des regards, il y avait des commentaires que j'entendais parfois, mais je me suis aperçu que cela m'importait moins que je ne l'avais cru. Le bonheur que je ressentais à ses côtés était plus fort que n'importe quel jugement extérieur. Mes enfants ont fini par l'apprendre. Ma fille a d'abord été choquée, craignant que je sois trompée ou manipulée. Mon fils, plus direct, a trouvé cela inapproprié et m'a conseillé de penser à ma réputation. Leurs réactions m'ont blessée, mais je les comprenais. J'aurais réagi de la même façon si j'avais entendu une histoire pareille avant de la vivre. Je leur ai donc demandé de me laisser une chance, de faire la connaissance de Théo avant de porter un jugement. Finalement, ma fille a accepté de le rencontrer lors de sa visite à Lyon. La rencontre a été tendue au début, mais Théo était si sincère, si visiblement amoureux et respectueux, qu'à la fin de la visite, ma fille m'a serrée dans ses bras et m'a dit que si j'étais heureuse, elle me soutiendrait. Théo m'a présenté à ses amis de l'université. Si certains étaient visiblement surpris ou mal à l'aise, d'autres m'ont chaleureusement accueilli. Je me suis retrouvée dans des bars bruyants, bondés de jeunes d'une vingtaine d'années, à discuter de philosophie et de littérature. J'ai alors découvert que je pouvais suivre le rythme, que mon âge apportait une perspective que beaucoup trouvaient intéressante. Théo était fier de ma participation aux discussions. Il me tenait la main sous la table, comme pour clamer haut et fort que j'étais sienne et qu'il était mien. Bien sûr, il y a eu des difficultés. Parfois, je me sentais mal à l'aise avec mon corps qui vieillissait, avec ces rides qu'aucune crème ne pouvait effacer, avec cette peau qui n'avait plus la fermeté de sa jeunesse. Théo le remarquait, et, en me regardant droit dans les yeux, il me disait que chaque marque sur mon corps racontait une histoire, que ma beauté était réelle et profonde, d'une manière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il me l'a fait croire, non pas par de vaines paroles, mais par sa façon de me toucher, par son regard, par la passion et la tendresse avec lesquelles il me faisait l'amour, une passion qui me faisait oublier tous mes complexes. Il y avait aussi des moments où la différence générationnelle se manifestait de façon inattendue. Il avait des références culturelles que je ne partageais pas, une énergie et un rythme de vie qui parfois me fatiguaient. Il y avait des soirs où il voulait sortir tard et où je préférais rester à la maison avec un bon livre. Mais nous avons appris à négocier, à trouver un équilibre.
Je m'efforçais parfois de suivre son rythme, de ne pas m'enfermer dans ma zone de confort, et il a appris à apprécier les plaisirs plus simples, les après-midi paisibles, le silence agréable d'être simplement ensemble, sans avoir besoin de remplir chaque instant d'activité. Aujourd'hui, presque 1 an après ce premier baiser dans le petit appartement de Théo, je peux affirmer avec certitude que cet amour est bien réel. Je ne sais pas combien de temps il durera. Je ne fais pas de projet trop lointain, car j'ai appris que la vie est imprévisible. Peut-être que Théo rencontrera quelqu'un de plus jeune un jour, peut-être que nos différences deviendront insurmontables avec le temps, ou peut-être pas. Peut-être avons-nous de nombreuses années merveilleuses devant nous, ou peut-être seulement quelques mois de plus. Mais j'ai compris que cela importe moins que je ne le pensais. Ce qui compte, c'est que maintenant, à cet instant précis, nous sommes heureux. Ce qui compte, c'est qu'il m'a rappelé qu'il n'est jamais trop tard pour ressentir, pour prendre des risques, pour ouvrir son cœur, même quand la raison nous dit de ne pas le faire. Théo m'a appris que l'amour n'a ni âge, ni forme prédéfinie, et qu'il n'a pas besoin d'être compris par les autres. Il m'a appris à vivre l'instant présent, à chérir chaque moment comme le précieux cadeau qu'il est. Et moi, à mon tour, je crois lui avoir appris quelque chose sur la profondeur, la patience, la beauté qui naît de l'expérience et de l'acceptation de soi. Ensemble, nous formons quelque chose d'improbable et de précieux, quelque chose qui défie les conventions mais qui est authentique et vrai. Nous allons toujours à ce café près de la place des terreaux où nous nous sommes rencontrés. Parfois, nous nous asseyons là et nous remémorons ce premier après-midi, à quel point tout semblait si anodin et insignifiant, à quel point nous n'avions aucune idée de ce que l'avenir nous réservait cette conversation. Théo plaisante en disant que c'est Marguerite Duras qui nous a réunis, et je ris parce qu'il a peut-être raison. Nous continuons à parler de livres, de la vie, de tout et de rien, mais maintenant, il me tient la main par-dessus la table, et parfois, au beau milieu d'une phrase, il se penche et m'embrasse, ces baisers calmes et délicieux qui me font me sentir à nouveau comme à 23 ans, ou mieux encore, comme si j'avais exactement 67 ans, et c'est absolument merveilleux. Si quelqu'un m'avait demandé il y a 2 ans si je croyais aux amours improbables, aux passions tardives, aux romances qui défient toute logique, j'aurais probablement répondu non, que ces choses-là n'arrivent que dans les films ou les livres. Mais la vie a cette curieuse façon de nous surprendre précisément quand on pense tout savoir, avoir tout vécu. Et je suis reconnaissante d'avoir eu le courage de ne pas reculer quand Théo s'est penché pour m'embrasser ce soir de décembre, d'avoir mis de côté mes peurs et de m'être autorisée à ressentir, d'avoir choisi la possibilité du bonheur plutôt que la sécurité d'une solitude familière. Car maintenant je sais que l'amour n'a pas de date de péremption et qu'un baiser doux et délicieux peut tout changer, quel que soit notre âge.